Bonjour à tous, cette vidéo constitue le cours numéro 2 sur les déterminants. On y parle de formes n linéaires, alternées ou antisymétriques dans le cas général. Puis on définit le déterminant de n vecteurs dans une base d'un espace vectoriel de dimension n. Et on parle enfin de déterminants d'endomorphisme et de matrices carrées. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'une application n linéaire? Je prends un cas un tout petit peu plus général que dans le polycopier. Je prends E et F, deux cas espaces vectoriels, n un entier avec n supérieur ou égal à 2, et une application petit f qui va de E exposant n. E exposant n, c'est E croix E croix E croix E. Donc f s'applique à une famille de n vecteurs de E. Elle associe à cela un vecteur de grand F. Et on note f de x1 jusqu'à xn son image. On dit que f est n linéaire si et seulement si pour tout indice i de 1n et tout n-1 plaît a1, ai-1, vous voyez que ai a été sauté ici, là. ai plus 1 jusqu'à an avec une flèche de vecteur de grand E, l'application qui cette fois va de grand E dans grand F et qui au vecteur x associe les ai fixés et le x variable est linéaire. Alors l'expression de cela avec des lambda et des mu en remplaçant x par lambda x plus mu x' est un peu longue, mais je pense que les exemples que l'on a vus en dimension 2 et 3 vous laissent imaginer les écritures que cela peut donner. Alors, quand pour i fixé ceci a lieu, on dit que f est linéaire par rapport à la ième variable. Une application n linéaire, c'est une application qui est linéaire par rapport à chacune de ces variables. Bon, ici, vous voyez qu'on se laisse la possibilité que l'image soit un vecteur. Vous verrez par exemple que le produit vectoriel est bilinéaire, mais que son image est quand même un vecteur. Mais dans ce chapitre, f sera très rapidement, et en fait dès maintenant, remplacé par un cas espace vectoriel très particulier, c'est K lui-même. Alors, on dit que f est une forme n linéaire si et seulement si c'est une application n linéaire de E exposant n, mais dans K, au lieu d'être dans un K espace vectoriel quelconque, c'est dans K. Donc, dans la suite, on aura affaire à des applications n linéaires qui sont à valeur dans K, dont les images sont des scalaires. On appellera donc cela des formes n linéaires sur grand E. Une petite remarque, attention, hein, on dit que sur E, alors qu'en fait, l'ensemble de départ, c'est toujours E exposant n. Alors, je donne tout de suite des propriétés de ces formes n linéaires. Alors, énonçons des propriétés possibles des formes n linéaires alternées. On prend toujours petit f, une application de E exposant n dans K. Pour l'instant, E est un espace vectoriel quelconque. On verra que pour le déterminant, il est important qu'il soit de dimension n, mais pour l'instant, il est quelconque. Donc c'est une forme n linéaire sur grand E. On dit d'une part que E est alterné, si et seulement si, pour tout nup de vecteur x1 jusqu'à xn, dès qu'il existe deux entiers entre 1 et n différents, tels que le x placé en position i est égal au x placé en position j, autrement dit, si dans la famille de vecteurs x1 jusqu'à xn, deux vecteurs à deux places différentes sont égaux, alors l'image par f de x1 jusqu'à xn, c'est 0, le scalaire 0. D'autre part, f est antisymétrique si et seulement si, pour toute famille x1 jusqu'à xn de vecteurs de E, quelle que soit la transposition tau. Alors je rappelle qu'une transposition dans le grand sigma n, c'est une permutation très particulière de 1n. Elle échange deux entiers de 1n et elle laisse tous les autres invariants. Alors, quelle que soit donc la transposition, f de x de taux 1, x de taux 2 jusqu'à x de taux n, c'est moins f de x1, x2 jusqu'à xn. Il faut bien comprendre qu'ici, en fait, tous les vecteurs sont x1, xn placés à leur bonne place, sauf deux qui ont été échangés. D'accord? Alors, voilà la définition générale pour n au lieu de 2 et 3 comme dans l'introduction.
de la notion de forme n linéaire alternée et forme n linéaire antisymétrique. On a une proposition intéressante. Si f va de E exposant n dans K est n linéaire, donc une forme n linéaire sur E, elle est alternée si et seulement si elle est antisymétrique. Alors, je vous laisse ça en exercice. Vous pouvez bien sûr voir le polycopier et vous vous s'inspirer du cas n égale 3 pour faire ça. S'inspirer du cas n égale 3. Par exemple, si elle est alternée, pour montrer qu'elle est antisymétrique, vous mettez aux deux positions où les x ont été échangés la somme de ces deux x. Vous calculez le f qui vaut 0, et d'un autre côté, ça vous donne la somme de deux termes qui sont donc opposés et qui fournissent l'antisymétrie. Si f est antisymétrique, si deux vecteurs sont égaux, quand on les échange, ça ne change rien pour f, pourtant il y a un moins qui apparaît. Donc f de la famille est nul. Voilà, donc quand on dit une forme n linéaire alternée ou une forme n linéaire antisymétrique, en fait, c'est la même chose. Je donne ici une proposition intéressante des formes n linéaires alternées, donc antisymétriques, parce que si une forme est n linéaire et qu'elle est alternée, elle est antisymétrique. Et réciproquement, on a f ayant cette propriété pour toute famille x1 jusqu'à xn de vecteurs de E, et pour toute permutation sigma de 1n, je vous rappelle que si on écrit sigma dans grand sigma n, c'est que sigma est une permutation de 1n, une bijection de 1n dans elle-même. L'image d'une famille où on a permuté les x, donc de façon à partir de x1, x2 jusqu'à xn, pour former la famille x sigma 1, x sigma 2 jusqu'à x sigma n. Eh bien, c'est signature de sigma multipliée par l'image de x1 jusqu'à xn. L'idée, c'est que sigma étant donné, on peut la décomposer en un produit. Produit veut dire ici composé, puisque la loi du groupe sigma n c'est rond, de transposition avec un s. Écrivons par exemple sigma égale tau1 rond tau2 rond tau grand n, où n est le nombre de transpositions nécessaires pour décrire sigma. Alors, on a signature de sigma égale moins 1 exposant n, je vous le rappelle, voir le cours sur le groupe symétrique. Et d'autre part, regardez, si sigma c'est ça, vous voyez que sigma c'est tau1 rond sigma prime, ou sigma prime c'est tau2 rond, etc. Donc, pour passer de f de x indice sigma prime de 1, x indice sigma prime de 2, ou sigma prime c'est tau2 rond tau3 rond 3 petits points rond tau exposant indice, pardon, tau n. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la permutation sigma tau1. Mais tau1 c'est un échange de deux vecteurs. Autrement dit, ça, par rapport à ça, il y a juste un moins 1 qui vient. Puisque, je répète, sigma, c'est tau1 rond sigma prime. Alors, on fait ça autant de fois qu'il le faut, pour finalement appliquer à chaque fois moins 1 exposant, alors 2 pour tau2, moins 1 exposant 3, jusqu'à moins 1 exposant 1, mais après l'application de... On arrive comme ça à l'identité à la fin, tau n fois identité. Donc ici, ça fait moins 1 exposant n fois f de x1 jusqu'à x2 jusqu'à xn. Hop, x1, x2 jusqu'à... Allez, comme je ne l'ai pas mis au début, je ne le mets pas non plus. Xn. Donc, on a bien l'image par f de x indice sigma 1 jusqu'à x indice sigma 2. Ça, c'est bien la signature de sigma fois f de x1 jusqu'à xn. Une petite remarque pour finir. En fait, l'antisymétrie équivaut à cette propriété, parce que vous voyez que si cette propriété a lieu pour toute permutation, elle a lieu pour les transpositions. Or, si elle a lieu pour les transpositions, ici c'est un moins 1, et c'est l'antisymétrie.
Voilà, avant de passer au point suivant, une propriété sur l'image d'une famille liée. La propriété annoncée, la voici, soit f, donc une forme n linéaire alternée sur grand E, une application de grand E exposant n dans K, à la fois n linéaire et alternée. Si la famille x1 jusqu'à xn est liée dans E, alors son image par f est nulle. Une remarque, pour qu'elle soit liée, il faut qu'il y ait déjà plus de vecteurs que la dimension de E. Pour l'instant, la dimension de E est quelconque. On verra que dans le point suivant, on la fixera égale à n. Alors, la preuve, on utilise le caractère n linéaire et alterné. Si x1 jusqu'à xn est lié, il existe un indice i entre 1 et n, tel que xi, le vecteur placé à la ième position, soit une combinaison linéaire des autres. C'est-à-dire, j'ai écrit ça, vect de xk pour k différent de i, sans rappeler k appartient à n. C'est-à-dire que xi, c'est la somme de k pour k différent de i. Là encore, je n'ai pas rappelé k différent de, enfin, appartenant à un n, des lambda k xk, avec les lambda k appartenant à k. Ce sont des scalaires. Alors, f de x1 jusqu'à xn, je l'ai écrit de façon un peu plus détaillée. F de x1 jusqu'à xi-1, à la position i, on a la somme pour k différent de i des lambda k xk, puis on reprend xi plus 1, xn, oui, mais la linéarité par rapport à la, ici, ième position, ça fait la somme pour k différent de i des lambda k, f de x1, ici xi-1, ici xk, ici xi plus 1, et là xn. Oui, mais regardez ici, dans la somme, k est différent de i. Donc, et pourtant il est placé à la ième place. Donc ici, hop, dans cette image, ça fait 0 parce que xk, le vecteur xk est présent à la place ou à la position, aux places, on va écrire ça comme ça, aux places, eh bien i et k, avec i différent de k. Donc la forme f étant n linéaire, on a bien, ça c'est la n linéarité mais alternée. Donc comme chacun de ces scalaires est nul, la somme de ces scalaires est nulle et finalement nulle parce que la forme est alternée. Donc si xk est présent deux fois dans la famille, l'image de la famille est nulle. Donc l'image de x1 jusqu'à xn est bien le scalaire 0. Voilà, l'image par une forme n linéaire alternée d'une famille liée est nulle. Alors, dans la suite, on passe à la notion de déterminant. Là, on ne prendra pas un espace vectoriel quelconque, mais un espace vectoriel exactement de dimension n. Je vous rappelle que pour parler de déterminant, on parle de déterminant de 2 vecteurs en dimension 2, de 3 vecteurs en dimension 3, et de n vecteurs en dimension n, ce que l'on fait tout de suite. On entre maintenant dans le vif du sujet, les déterminants. Alors pour l'instant, il y a encore un f de n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n. Ici, par rapport à ce qui précède, grand E est un cas espace vectoriel de dimension n. Jusqu'à présent, les formes étaient n linéaires sur un espace vectoriel de dimension quelconque, là c'est de dimension n. Si on prend donc une base bêta de E, elle comporte n vecteurs, notons là par exemple le 1, E2 jusqu'à En. Pour une famille de n vecteurs de E, donc dans E exposant n, j'insiste, n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n dès qu'on parle de déterminant, eh bien ces vecteurs ont chacun une matrice colonne de coordonnées dans la base bêta, et la famille également. Je l'ai appelée lambda ij, où i et j varient entre 1 et n. C'est une matrice carrée. Je vous rappelle que la jème colonne est constituée des coordonnées de xj sur la base bêta. Je l'écrirai juste en dessous, plutôt de l'autre côté, parce que là j'ai plus de place. Alors, qu'est-ce que l'on appelle
le déterminant dans la base bêta de la famille x1 jusqu'à xn, c'est le scalaire suivant, noté déterminant dans la base bêta avec en indice là, x1, x2 jusqu'à xn. Alors la somme, regardez, on a déjà rencontré cette écriture sur toutes les permutations de sigma n. Il y aura donc n factoriel termes dans cette somme, tous constitués de produits. Ça c'est un produit, hein. J'ai pas mis les fois, la fois, mais c'est des fois. Permutation, alors signature de sigma fois lambda sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma n, n. Je m'explique. Dans la première colonne, puisqu'ici le deuxième indice indique l'indice des colonnes, dans la première colonne on prend le sigma unième terme, c'est-à-dire la sigma unième coordonnée de x1, la sigma deuxième coordonnée de x2 et la sigma deuxième coordonnée de xn. On fait le produit, ça on a un terme, on met la signature de la permutation utilisée devant et en somme finalement c'est n factoriel terme. Alors voilà ce qu'on appelle le déterminant en notation, et c'est une notation. Alors comme en dimension 2 et 3, on écrira ici en colonne les coordonnées dont je vous parle. Donc ici en première colonne, et je mets tout de suite en remarque ce que cela signifie, lambda 1, 1, lambda 2, 1 jusqu'à lambda n1, c'est-à-dire les coordonnées de x1 sur la base bêta. En deuxième colonne, lambda 1, 2, lambda 2, 2 jusqu'à lambda n2, les coordonnées de x2 sur la base bêta. Et puis ici, vous avez lambda 1, n, lambda 2, n jusqu'à lambda n, n. Et on met des barres, on lui place des parenthèses quand on écrivait des matrices. Alors, je répète, ça c'est une notation, la définition de ce scalaire, elle est là. Bon, je vais décrypter ça notamment en termes de signification, il faut écrire ce que je viens de dire sur les colonnes, et voir que ça correspond à ce qu'on a fait en dimension 2 et 3, avant de dire ce qui est vraiment le plus important, c'est que l'application qui a une famille x1 jusqu'à xn associe son déterminant dans la base bêta est n linéaire et alternée. Alors j'ai fait les rappels que je vous indiquais. La matrice dans la base bêta de x1 jusqu'à xn, c'est la matrice lambda ij, avec deux écritures possibles pour le couple de coordonnées, 1 plus petit que i plus petit que n, en dessous 1 plus petit que j plus petit que n, ou de façon plus synthétique, 1 plus petit que i, virgule j, plus petit que n. Ça signifie que pour tout j appartenant à un n, le vecteur x numéro j, c'est somme pour i égale 1 jusqu'à n des lambda ij et i. C'est-à-dire que pour tout j, la matrice dans la base bêta de xj, j'utilise la notation synthétique qu'on n'écrit pas mat, mais m bêta de xj, c'est lambda 1j, lambda 2j, lambda nj. Vous voyez que c'est l'indice des colonnes qui est fixe, c'est l'indice des lignes qui bouge. Alors, le cas n égale 2, il faut que la dimension de E, ce soit 2. Donc la base, c'est 1 et 2. Si on prend deux vecteurs x1 et x2, alors par rapport à l'introduction, il s'appelait x et y, là il faut légèrement modifier les notations. La matrice dans la base bêta de x1 et x2, c'est lambda 1, 1, lambda 2, 1, lambda 1, 2, lambda 2, 2. Et sur quoi faisons-nous la somme sur toutes les permutations possibles de grand sigma 2? Alors dans grand sigma 2, il n'y a que deux permutations, l'identité d'une part et la transposition 1, 2. Celle-là laisse 1 et 2 invariants, celle-là échange 1 et 2. Alors, il n'y aura que deux termes dans le déterminant. La signature de l'identité, c'est plus 1. Et vous voyez, alors, c'est sigma 2, 1, 1, ben, ça fait 1, 1. Et sigma 2, 2, 2, ça fait 2, 2. La signature de la transposition 1, 2, c'est moins 1. Et sigma 2, 1, 1 et sigma 2, 2, 2, c'est respect 2, 1 et 1, 2. Autrement dit, on retrouve déterminant dans la base bêta de x1, x2, c'est ça fois ça, moins ça, fois ça. Kn égale 3, la dimension de E, c'est 3. La base 1, 2, E3, une famille de 3 vecteurs. Là encore, j'ai pris x1, x2, x3 pour coller à la nouvelle définition. On avait pris x, y, z dans l'introduction. Matrice dans la base bêta d'x1, x2, x3, je l'écris comme ça. Lambda 1, 1 jusqu'à lambda 3, 1 sur la
première colonne, lambda 1, 3 sur lambda 3, 3 sur la deuxième. Et, alors je vais écrire derrière parce que là je n'ai plus la place, mais sur quoi faisons-nous la somme? Sur toutes les permutations de grand sigma 3. Alors, j'ai écrit ça de façon un peu plus synthétique que précédemment. Il y a 6 permutations dans grand sigma 3. L'identité, donc qui envoie 1, 2, 3 sur respectivement 1, 2, 3. La transposition 1, 2 qui échange 1 et 2. La transposition 1 et qui laisse 3 invariants 1. La transposition 1, 3 qui échange 1, 3 qui laisse 2 invariants. La transposition 2, 3 qui échange 2 et 3 et laisse 1 invariant. Puis 2 cycles. Le cycle 1, 2, 3, 1 est envoyé sur 2 qui est envoyé sur 3 qui est envoyé sur 1, et 1 est envoyé sur 3 qui est envoyé sur 2 qui lui-même est envoyé sur 1. On aura donc 6 termes dans notre déterminant, et vous verrez tout de suite qu'on retrouve le déterminant 3, 3 mis en place un peu plus tôt. Alors, on est en train de retrouver l'expression de déterminant de 3 vecteurs en dimension 3. J'ai réécrit la définition, la somme pour sigma appartenant à grand sigma 3. En sigma 3, l'ensemble des permutations de 1, 3, somme donc de signature de sigma fois 3 scalaires, lambda indice sigma de 1, 1, lambda indice sigma de 2, 2, lambda indice sigma de 3, 3. Remarquez que 1, 2, 3 sont toujours dans cet ordre comme indice de colonne. Quand ici c'était x, y, z, ça c'était x indice sigma 1. Vous voyez que lambda avec un 1 en indice de colonne joue le rôle de x. Ici, lambda avec un 2 en indice de colonne joue le rôle des y, et lambda avec un 3 en indice de colonne joue le rôle des z. Alors, avec ces notations par contre lambda, ici j'ai repris les 6 termes que l'on obtient en utilisant les 6 permutations de 1, 3. L'identité d'abord. L'identité, on voit 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3. Ici, j'ai utilisé la permutation 1, 2. Donc, vous voyez, les deuxièmes indices vont toujours rester 1, 2, 3. Et devant, on met leurs images par la permutation en question. Ici, l'image de 1, c'est 2. L'image de 2, c'est 1. L'image de 3, c'est lui-même. La signature d'une transposition, c'est moins 1. Idem ici, un moins. Là, 2, 1 est envoyé sur 3. 3 est envoyé sur 1. Et 2 est changé, invariable. Même chose, moins, puisqu'on a fait agir une permutation impaire, une transposition, en l'occurrence sur les premiers indices. Idem ici, alors ça, ce qui a été à l'œuvre ici, c'est pour les premiers indices, la permutation 3, 2, 2 est envoyé sur 3, 3 est envoyé sur 2, et 1 est invariant. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait? Il nous restait le cycle 1, 2, 3, et le cycle 1, 3, 2. Alors, utilisons le cycle 1, 2, 3, vous voyez que l'image de 1, c'est 2, l'image de 2, c'est 3, et l'image de 3, c'est 1. Alors, j'écris ça, comme le cycle a une signature positive, c'est un 3 cycles, donc sa signature c'est moins 1 exposant 2, je mets un plus ici. Ensuite, il me reste le 6e terme correspondant au cycle 1, 3, 2. Donc, l'image de 1, c'est 3. L'image de 3, c'est 2. Et l'image de 2, c'est 1. Alors, voilà pour... je cherche de quoi effacer ce 1, 3, 2. J'arrive tout de suite. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve notre expression du déterminant. Hop, en dimension 3, vous pouvez constater que c'est le même à l'interprétation des lambda de deuxième indice 1 pour les x, lambda de deuxième indice 2 pour les y, et lambda de deuxième indice 3 pour les z. Par exemple, celui-là s'écrirait x3, y1, z2. Alors, revenons au cas général, et citons la proposition importante, E étant un K-espace vectoriel de dimension n, et bêta égale E1 jusqu'à En étant une base de E, l'application déterminant dans la base bêta. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'application, ça c'est une application. Un déterminant dans une base fixée est une application, c'est pas un nombre. Ce qui est un nombre, c'est son image, l'image qu'il donne d'une famille. Donc, déterminant dans la base bêta est une application qui va de E exposant n dans K, et qui a une famille x1, x2 jusqu'à xn de n vecteurs de E associe son déterminant dans la base bêta. C'est ce qu'on a défini précédemment. Alors, cette application, elle est n linéaire et alternée. Alors, j'ai commencé la preuve par la n-linéarité. Pour k appartenant à un n, on fixe n-1 vecteurs à l'intérieur de E.
Je les ai appelés 1 jusqu'à la k-1, à k plus 1 jusqu'à an. Alors, pour tout, alors on va changer légèrement les notations pour voir ce qui est fixe et ce qui n'est pas fixe. Fixons avec des A, c'est-à-dire que pour tout J dans 1N, la matrice dans la base bêta de AJ, je l'ai appelée A, 1J, A2J, ANJ. Ça va être fixe. Maintenant, ce qui va bouger, si vous voulez, c'est la matrice dans la base bêta du vecteur qu'on va intercaler ici, X, que j'ai appelé lambda 1,1, lambda 2,1, lambda N1. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminant de la famille complète avec X intercalé entre la K-1e et la K+1e place? C'est la somme pour lambda appartenant à grand sigma N de signature de sigma, des A sigma de 1,1 jusqu'à sigma de K-1 fois K-1, fois lambda de sigma KK, fois à nouveau des A, sigma K plus 1 jusqu'à sigma NN. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que quand on remplace X par alpha X plus bêta X', les coordonnées ici vont être remplacées par lambda plus ou alpha lambda plus bêta lambda prime. C'est-à-dire que dans chacun de ces produits, au lieu d'avoir ici un seul lambda, on va avoir une combinaison linéaire. Je pense qu'il est assez clair de voir que l'application qui a ce vecteur X associe ça, sachant que ça, sont ses coordonnées, elle est linéaire. Donc, pour chaque place, l'application ici présente est linéaire. Autrement dit, le déterminant est linéaire par rapport à chacune de ces n variables. Allez, j'écris ça et on passe au caractère alterné. Alors, ce que je vous racontais précédemment assure que l'application qui va de E dans K, E et pas E exposant N, il y a une seule variable ici, et qui a X associe déterminant dans la base bêta des vecteurs jusqu'à K-1 fixe, X, puis des vecteurs fixes jusqu'à AN. Cette application est linéaire. Ce que je vous disais à l'instant, c'est que si on remplace X par alpha X plus bêta X', on aura alpha fois le déterminant avec X ici, plus bêta fois le déterminant avec X' ici. Alors, ceci est valable pour tout cas appartenant à 1n, c'est-à-dire pour toute variable. Remarquez que si X est en première ou en dernière position, il faudrait légèrement adapter cette notation. On voit bien que ça va marcher également pour la première et la nème place. Donc, déterminant dans la base bêta est linéaire par rapport à chacune de ces n variables, c'est-à-dire qu'elle est linéaire. Reste à montrer qu'elle est alternée. Pour cela, on va voir qu'elle est antisymétrique, puisque les formes n linéaires qui sont antisymétriques sont alternées. J'ai pris i strictement plus petit que j entre 1 et n, et regardez, par rapport à la famille initiale, j'ai mis xj à la place d'xi. Hop, xi aurait dû être là, il est là, xj aurait dû être là, il est là. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminant si j'ai une écriture simplifiée où sigma décrit grand sigma n? C'est la somme sur sigma de signature de sigma alors j'ai écrit que le premier, le dernier et les deux qui concernaient. Ici, sigma j, on va mettre sigma de i, puisque ici, on met le vecteur xj à la place i, mais là on a sigma de i et là sigma de j. Alors, vous voyez que c'est pas tout à fait l'expression du déterminant. On s'en rapprocherait si là il y avait sigma de j et là sigma de i. Mais pour faire ça, il faut faire agir d'abord la transposition ij. En effet, si avant sigma on fait la transposition ij, l'image de ce qui était i va devenir celle de j et l'image de ce qui était j va devenir celle de i. On retrouve ici sigma jj et sigma de ii. Alors, ils ne sont pas tout à fait à la bonne place dans le produit, mais comme le produit est commutatif, on peut les remettre dans l'ordre. Et on aura ici quelque chose qui ressemble vraiment au déterminant. Seulement là, on n'a pas sommé surtout les sigmas. Et ici, surtout, la signature, c'est pas celle de sigma. Enfin, c'est celle de sigma, alors qu'on somme sur sigma rond ij. Alors, l'idée, c'est la suivante. Là encore, c'est une notation simplifiée. Sigma prime décrit grand sigma n. L'idée qui est là, c'est que quand sigma, on décrit grand sigma n, sigma prime égale sigma rond sigma i aussi. Et dans ces cas-là, la signature de sigma prime, c'est l'opposé de la signature de sigma. Il faut voir que quand on compose les éléments successifs de grand sigma n par la transposition ij, on les obtient tous. Ça échange les permutations paires en les permutations impaires.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Au lieu d'avoir, on peut écrire signature de sigma, on peut écrire signature de sigma prime avec un moins devant. Et là, comme toutes les permutations sont présentes, qu'on les, je les ai réécrits comme ça, la sigma prime de n. Donc l'idée, c'est qu'ici, quand ici il n'y a plus que des sigma, on change les sigma en sigma prime au signe de la signature près. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez que c'est moins le déterminant dans la base bêta de notre famille avec xi et xj au bon endroit. Hop! C'est-à-dire que notre application déterminant dans la base bêta, elle est antisymétrique, et comme déterminant dans la base bêta est linéaire, elle est donc alternée. Alors on a en fait le mot ici, là on a le modèle de toutes les applications, les formes n linéaires alternées. Le théorème très important qui suit va dire que toutes les autres sont proportionnelles à celle-là. Alors le théorème important, on le voit là. E est un K-espace vectoriel de dimension n, bêta est une base de grand E, toutes les formes n linéaires alternées sur E sont proportionnelles au déterminant sur la base bêta. Proportionnelle en tant qu'application, je m'explique plus exactement. Si f est une forme n linéaire alternée, donc une application de E exposant n dans K qui est à la fois n linéaire et alternée, pour toute famille x1 jusqu'à xn, l'image que donne f de cette famille, c'est f de E1 en. E1 en étant les vecteurs de la base, bêta égale, ici je vous mets, bêta égale E1 jusqu'à En. Alors, je répète, f de x1 jusqu'à xn, c'est f de E1 jusqu'à En fois déterminant dans la base bêta de x1 jusqu'à xn. Vous voyez que ça, c'est une égalité entre scalaires, une affinité d'égalité entre scalaires, ce qu'on peut écrire comme une égalité entre applications, f égale lambda fois déterminant dans la base B, où lambda c'est ce scalaire-là, f de 1 jusqu'à en qu'on peut écrire f de bêta, et qui est bien sûr indépendant des vecteurs x1 jusqu'à xn choisis. Alors pour faire la preuve, on s'inspire, et c'est pour ça que j'ai fait l'introduction du cas n égale 3, on décompose chaque vecteur sur la base bêta. Par exemple, x1, j'ai choisi de l'écrire somme pour i1 égale 1 jusqu'à n des lambda i11 ei1. Vous voyez que j'aurais pu simplement l'appeler i, mais i aurait joué le rôle de l'indice des lignes dans toutes les places. Je dis ligne parce qu'en fait, dans le déterminant sous forme matricielle, les coordonnées de x1, c'est lambda 1,1, lambda 2,1 jusqu'à lambda n1. Ici, lambda i1 varie entre 1 et n. Idem pour chaque variable. Alors, la linéarité par rapport à chacune de ces variables permet de regrouper toutes les sommes devant, de sortir ici les lambda comme un produit et de mettre pour chacun f de ei1, f de virgule ei2 jusqu'à ein. Cette étape importante, je pense, est expliquée bien dans le cas n égale 3. Alors, avec quoi se retrouve-t-on ici? Avec énormément de termes, puisque à chaque fois, c'est n fois n, etc. termes. Mais beaucoup sont nuls. Les seuls termes non nuls, là-dedans, c'est quand aucun des i indices k ne sont égaux. Il n'y a pas deux i indices quelque chose qui sont égaux. Autrement dit, les seuls termes non nuls, correspondent à, apparaissent pour en fait I1, I2 jusqu'à 3 petits points IN égale dans l'ordre sigma de 1, sigma de 2 jusqu'à sigma de N, où sigma appartient à grand sigma N. En effet, sinon on n'a pas une bijection de... Les I1, I2 jusqu'à IN ne sont pas à l'image de 1, 2 jusqu'à N par une bijection. Et comme ils sont en nombre N, il y en a au moins deux qui sont égaux. Le caractère alterné de notre application rend tout ça nul.
Autrement dit, on va pouvoir écrire ça avec le caractère antisymétrique, pardon, regrouper ça sous la forme f de bêta avec un plus ou moins devant. Je fais ça tout de suite. Alors, terminons notre preuve. L'application f de la famille x1 jusqu'à xn, au lieu d'être la somme sur tous les i1, puis i2, puis in, c'est que la somme sur les sigma appartenant à grand sigma n, de lambda sigma de 1, 1, fois lambda sigma de 2, 2, fois lambda sigma de n, n, fois f de e sigma 1, e sigma 2, e sigma n. Or, f est n-linéaire et alternée, donc elle est antisymétrique, et vérifie f de e sigma 1, e sigma 2, e sigma n, c'est signature de sigma, f de e1, e2 jusqu'à en. Autrement dit, dans tous les termes ici, il y a quelque chose qui est fixe, c'est ça là, ce scalaire est fixe, précédé de e indice, signature de sigma qui est plus 1 ou moins 1. Ce scalaire étant fixe, je peux le sortir de la somme, et f de x1 jusqu'à xn, c'est f de e1 jusqu'à en fois la somme pour sigma appartenant à grand sigma n de signature de sigma fois le produit qui est là, précédé de la signature, on l'a reconnu, c'est déterminant dans la base bêta de x1 jusqu'à xn. Alors voilà, c'est la propriété qu'on voulait. Hein. L'image par toute forme n-linéaire alternée d'une famille x1, xn, c'est l'image qu'elle donne de bêta multipliée par déterminant dans la base bêta de x1 jusqu'à xn. Alors ceci permet de caractériser déterminant dans la base bêta parmi les formes n-linéaires alternées. Pour bêta égale E1 jusqu'à En, je reprends les mêmes notations. Le déterminant dans la base bêta de E1 jusqu'à En, c'est 1. Alors, regardez, si ceci ça marche pour f égale déterminant dans la base bêta, et la relation c'est bien déterminant dans la base bêta égale déterminant dans la base bêta. Donc le scalaire lambda qui est ici doit être 1 pour f égale déterminant dans la base bêta. Une autre façon de le voir, c'est la remarque qu'on peut faire ici. Si on écrit déterminant dans la base bêta de bêta, hein, ça s'écrit en général déterminant dans la base bêta de bêta égale 1. C'est le déterminant obtenu en écrivant ici les coordonnées de E1 dans la base bêta, mais c'est 1 et que des 0. 0, 1 et que des 0, puisque ça c'est les coordonnées de E2, et finalement ici des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Alors, je vous laisse voir qu'avec notre définition qui est ici, il n'y a que sigma égale identité qui produit un terme non nul. Dès que sigma n'est pas identité, l'un des lambda ici est égal à 0. C'est une autre façon de voir que le déterminant dans la base bêta de elle-même, c'est 1. Alors, d'après ce qui précède, toutes les formes linéaires sont de la forme constante fois déterminant dans la base bêta, et donc déterminant dans la base bêta, c'est l'unique pour lequel le coefficient de proportionnalité est 1. Conclusion, déterminant dans la base bêta est l'unique forme n linéaire alternée sur E qui, à bêta, la base, associe 1, et je finis ma phrase. Je peux même mettre ça en rouge, c'est quand même important. Hop, voilà. C'est l'unique forme linéaire f de E exposant n dans K, tel que f de bêta vaut 1. Alors, on se sert de ça pour, notamment, établir la formule de changement de base. Changement de base, donc, bon, c'est assez simple après ce qu'on a fait. Hein. On prend bêta et bêta prime, deux bases de grand E. Proposition, le déterminant sur la base bêta prime est proportionnel au déterminant sur la base bêta, et le coefficient de proportionnalité, c'est déterminant dans la base bêta prime de bêta. C'est-à-dire que pour toute famille x1 jusqu'à xn de n vecteurs de E, le déterminant dans la base bêta prime de ces vecteurs, c'est déterminant dans la base bêta prime de E1 jusqu'à En, fois déterminant dans la base bêta de x1 jusqu'à xn. Ça, là, ce scalaire s'appelle déterminant dans la base bêta prime de bêta. Bon, la preuve se fait tout de suite, puisqu'il suffit d'appliquer ce qui précède à f égale déterminant dans la base bêta prime, qui est une forme n linéaire alternée. Une conséquence importante, c'est que dans l'égalité que j'ai prise ici, là, que j'ai écrite ici, on peut prendre x1 égale xn égale e'1 jusqu'à e', la base b'.
Qu'est-ce qu'on a avec la notation où on prend le nom de la famille plutôt que son écriture in extenso avec des pointillés? J'ai déterminant dans la base bêta prime de bêta prime, ça c'est déterminant dans la base bêta prime de bêta, le coefficient de proportionnalité, multiplié par déterminant dans la base bêta de bêta prime. Or, déterminant dans la base bêta prime de bêta prime, c'est 1. Donc, vous voyez que déterminant dans la base bêta prime de bêta fois déterminant dans la base bêta de bêta prime égale 1. Alors, les places de bêta et bêta prime sont purement arbitraires, hein, c'est-à-dire que ça marche aussi dans l'autre sens, hein, déterminant dans la base bêta de bêta prime fois déterminant dans la base bêta prime de bêta égale 1. En particulier, et déterminant, remarque alors, hein, important, alors, déterminant dans la base bêta de bêta prime, déterminant dans la base bêta de bêta prime, c'est pas 0, de même que le déterminant dans la base bêta prime de bêta, ce n'est pas 0, puisque ces deux nombres ont un produit égal à 1. Alors, ceci va nous permettre de faire facilement aussi le point 1,5, qui est la caractérisation des bases à l'aide du déterminant. Passons au point 1,5, donc, car alors j'ai appelé sa caractérisation des bases dans E. Le Pauli cite le critère d'indépendance d'une famille de n vecteurs en dimension n. C'est pareil, E, un cas espace vectoriel de dimension n, bêta, une base de E, soit gamma, une famille que j'ai appelée U1, U2 jusqu'à UN. Très important, il faut qu'elle ait n vecteurs, hein, ça c'est important. Caractérisation des bases de E parmi les familles de n vecteurs de E. Proposition, gamma est une base de E si et seulement si le déterminant dans la base bêta de la famille gamma n'est pas nul. Rappelez-vous bien que en dimension n, quand on prend le déterminant dans la base bêta, la famille doit absolument avoir n vecteurs, sinon ça n'a pas de sens. Une remarque, que signifie déterminant dans la base bêta de gamma? C'est déterminant dans la base bêta de U1, U2 jusqu'à UN, les vecteurs de gamma bien sûr. Alors, la preuve se fait en deux temps si gamma est une famille liée. Alors ça, dans le paragraphe sur les formes n linéaires alternées, on a vu que celle-ci envoie toujours une famille liée sur 0. Donc, comme déterminant dans la base bêta est n linéaire et alterné, on a déterminant dans la base bêta de gamma égale 0. Si en revanche gamma est libre, vous voyez qu'elle a n éléments dans un espace de dimension n. Si elle est libre, c'est une base de E. Et dans ces cas-là, on peut considérer l'application déterminant dans la base gamma. Une application qui va de grand E exposant n dans K et qui, à son tour, est n linéaire alterné. On peut lui faire jouer le rôle de bêta prime dans notre propriété précédente. On a alors déterminant dans la base bêta de gamma fois déterminant dans la base gamma de bêta égale 1. Donc, ces deux nombres sont non nuls, en particulier déterminant dans la base bêta de gamma est différent de 0. Donc, si c'est lié, le déterminant est nul. Si c'est libre, le déterminant n'est pas nul. Ainsi, gamma est libre si et seulement si le déterminant dans la base bêta de gamma n'est pas nul. Or, gamma est libre si et seulement si gamma est une base de grand E, puisque, je le rappelle, elle a n vecteurs, enfin elle possède n éléments dans un espace de dimension n. Alors pour la suite, on peut faire au choix d'abord le déterminant des matrices, puis les déterminants des endomorphismes. Je vais plutôt faire le contraire, donc on va faire point 2, déterminant d'un endomorphisme, puis point 3, déterminant d'une matrice carrée. On poursuit. On passe au point numéro 2, donc on a échangé 2 et 3, je vous l'ai dit, déterminant d'un endomorphisme. De 1, donc, proposition et définition, soit f appartenant à linéaire de E dans E. E, c'est un cas espace vectoriel de dimension n. Hein. Bon, proposition, il existe un unique scalaire, lambda, scalaire ça veut dire lambda appartenant à K.
tels que pour toute base bêta de E, pour toute famille x1, x2 jusqu'à xn de n vecteurs de E, n vecteurs parce que dimension n, hein. Le déterminant dans la base bêta de f de x1, f de x2, f de xn, c'est constante fois le déterminant dans la base bêta de x1 jusqu'à xn. Alors, intimement lié à la proposition, la définition, avec les notations ci-dessus, lambda c'est le déterminant de f. On le note, lambda égale det de f. Une interprétation peut-être, alors en dimension 2, on verra que le déterminant sert à mesurer des aires algébriques. C'est par exemple l'aire du parallélogramme construit sur x1 et x2, le déterminant de x1 et x2. Alors vous voyez que si au lieu de x1 et x2, on calcule le déterminant de f de x1 et f de x2, il y a multiplication par lambda, comme si on multipliait l'aire par lambda, le fait d'appliquer f à deux vecteurs. En dimension 3, le fait d'appliquer f à 3 des vecteurs multipliera le volume par un scalaire. C'est un peu plus délicat à comprendre en dimension n, mais vous voyez que si déterminant de x1 jusqu'à xn, c'est une espèce d'unité de volume, l'application de f à chacun des vecteurs multiplie celui-ci, alors attention, de façon algébrique, hein, ça peut être positif ou négatif, par lambda. Alors, la définition dépend évidemment de la proposition qu'on va prouver tout de suite. Je prends une base fixée dans le grand E et regardez, je considère l'application qui ressemble un peu à ce qu'il y a dans l'exercice 3 du TD, je l'appelle phi. Elle va de E exposant n dans K à une famille de n vecteurs. Elle associe non pas le déterminant dans la base bêta, mais le déterminant dans la base bêta de f de x1, f de x2, f de xn. Une remarque, pour l'instant, phi dépend à la fois de bêta et de f. On verra qu'en fait, elle ne dépend pas de bêta. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire avec ça? L'interprétation de la proposition, il s'agit de montrer que cette application, c'est constante fois déterminant dans la base bêta. Et ensuite d'essayer de voir quelles sont ses propriétés de ce lambda, et notamment son indépendance par rapport à la base. Vous voyez qu'on aura la propriété voulue si on montre que cette application est proportionnelle au déterminant. Mais ça, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il suffit de montrer qu'elle est n linéaire et alternée. Alors, je vais recopier ça de l'autre côté, mais vous voyez que si vous avez bien vu ce qui se passe dans l'exercice 3 du TD, c'est pas très compliqué de voir qu'elle est n linéaire et alternée. Alors, j'ai repris l'expression de phi ici. Phi est appliquée à la famille x1, x2 jusqu'à xn. C'est déterminant dans la base bêta de f de x1, f de x2, f de xn. On montre, je vous l'ai dit assez facilement, que phi est... Alors, regardez. Je dis n linéaire, si tous les vecteurs x2 jusqu'à xn sont fixés, qu'on remplace x1 par alpha x1 plus bêta x'1, vous voyez que comme f est linéaire, ça va d'abord faire alpha f de x1 plus bêta f de x'1, puis comme le déterminant est linéaire par rapport à la première variable, ça va faire alpha fois le déterminant qui est ici, plus bêta fois le déterminant où il y a f de x'1. Je vous laisse regarder ça, peut-être plus en détail. Ce que j'ai fait pour la première variable marche pour la deuxième, puis pour la nème. En fait, f est linéaire et le déterminant est linéaire par rapport à chacune de ces variables. Donc, phi est linéaire par rapport à chacune de ces variables. Elle est n linéaire. Alors, de plus, alors là, c'est vraiment facile. Si deux vecteurs sont égaux, ils ont la même image par f, donc dans le déterminant, ils seront présents ici, il y aura deux vecteurs images égaux, et ça fera 0. Autrement dit, elle est alternée. N linéaire et alternée. Alors, on sait que toutes les formes n linéaires alternées sont proportionnelles à des déterminants dans la base bêta. Il existe donc un lambda appartenant à K, tel que phi c'est lambda fois déterminant dans la base bêta. C'est-à-dire que pour toute famille x1 jusqu'à xn, de n vecteurs de E, phi de x1 jusqu'à xn, c'est lambda fois déterminant dans la base bêta de x1, x2 jusqu'à xn. De plus, vous savez qu'on a une façon de déterminer lambda, c'est de choisir x1, xn égale E1 jusqu'à En, c'est-à-dire que ça fait... Alors, je vais écrire ici, il faut... Ça, c'est... phi de E1 jusqu'à En, et phi de E1 jusqu'à En, c'est déterminant dans la base bêta de f de E1, f de E2, f de En.
ou E1, E2 jusqu'à En, c'est la base bêta, hein, bien sûr. Donc voilà notre scalaire lambda. Bon, c'est pas tout à fait fini. On a vu qu'il existait, qu'il est unique pour une base bêta fixée, mais le problème c'est qu'on aurait pu en prendre une autre, une base bêta prime. Donc reste à voir que lambda ne dépend pas de la base bêta choisie, c'est-à-dire que si j'en prends une autre, j'aurais trouvé la même expression. Alors l'idée c'est qu'on va partir de là, ça c'est le calcul qu'on a trouvé, en changeant bêta en le calcul qu'on a, c'est pas joli comme expression, hein, le calcul qui permet de déterminer lambda. On va le refaire avec une base bêta prime égale E'1, E'2. Donc, il faut calculer déterminant dans la base bêta prime de f de E'1, f de E'2, f de E'N. Et on va essayer de retrouver lambda. Comme ça, lambda ne dépendra pas du choix de bêta. D'abord, un petit changement de base. Le déterminant dans la base bêta prime d'une famille de vecteurs, c'est déterminant dans la base bêta prime de bêta. Il faut déterminant dans la base bêta de cette famille de vecteurs. Mais ça, déterminant dans la base bêta de f de E'1, c'est par définition, d'après ce que l'on a précédemment, c'est lambda fois déterminant dans la base bêta de E'1 jusqu'à E'N. Oui, mais ça, c'est déterminant dans la base bêta prime de bêta multiplié par lambda multiplié par la base dans la base bêta prime, hop, bêta de bêta prime, puisque bêta prime c'est E1 jusqu'à E'N. Mais ce déterminant fois celui-là, ça fait 1. Un déterminant dans la base bêta prime de bêta fois déterminant dans la base bêta de bêta prime, ça fait 1. Donc on retrouve bien lambda. Et tout calcul de ce type, quelle que soit la base bêta égale 1 jusqu'à En, donne le même scalaire lambda. D'où l'existence et l'unicité de lambda qui marche pour toute base bêta et toute famille x1 jusqu'à xn. On donne maintenant les propriétés de ce nouvel outil, là, ce déterminant d'un endomorphisme. Alors, donnons en point 2.2 les propriétés du déterminant d'un endomorphisme. Les voilà d'abord pour f et g, deux endomorphismes de E. Le déterminant de leur composé, c'est le produit de leur déterminant. Important ça, hein, déterminant de composé, c'est le produit des déterminants. Le déterminant de l'identité de E, c'est 1. Pour f dans un endomorphisme de E, donc une application linéaire de E, je vous le rappelle, f est une application bijective si et seulement si son déterminant n'est pas nul. C'est-à-dire que f est dans GL de E, je vous rappelle que GL de E, le groupe linéaire de E, regroupe tous les endomorphismes qui sont des applications bijectives, c'est-à-dire les automorphismes de E. Eh bien, cela a lieu si et seulement si le déterminant de f n'est pas nul. Et enfin, pour f justement bijectif, c'est-à-dire dans GL de E, le déterminant de sa réciproque, c'est 1 sur le déterminant de f. Alors, pour faire cette preuve, on va utiliser une base. On a vu que n'importe quelle base pouvait faire l'affaire dans la définition. Prenons une base quelconque, bêta égale 1 jusqu'à En de E. On sait que le déterminant de f, c'est déterminant dans la base bêta de f de 1 jusqu'à 3 petits points f de En. Bon, c'est le coefficient de proportionnalité qui est devant déterminant de bêta quand on considère l'application qui a x1 jusqu'à xn associe déterminant dans la base bêta de f de x1 jusqu'à f de xn. Ça, c'est la méthode pratique, hein. On prend une base et on calcule le déterminant dans la base de l'image par f des vecteurs de base. Alors, si on fait ça pour g en f, ça fait déterminant dans la base bêta de g de f de E, puis g de f de E2, puis g de, ouvrez la parenthèse, f de En. Mais regardez ici, ça... c'est justement déterminant dans la base bêta de g de quelque chose, virgule g de quelque chose. On a vu, voir la preuve précédente, que c'était déterminant de g, facteur de déterminant dans la base bêta de
f de 1 jusqu'à f de en. Voilà la preuve, hein, justement, quand on crée l'application qui a cette fois x1, x2 jusqu'à xn associe déterminant dans la base B de g de x1 jusqu'à g de xn, c'est déterminant de g fois déterminant dans la base bêta. Donc ici, pour x1, x2 jusqu'à xn égale f de x1 jusqu'à f de xn, on obtient ceci. Mais à son tour, ça c'est déterminant de g multiplié par, vous voyez, c'est ça là, le déterminant de petit f. Et ben voilà pour le premier. Alors déterminant de l'identité, hein, c'est pas très compliqué, et la suite vous verrez non plus. Pour le point 2 de la preuve, le déterminant de l'identité, c'est le déterminant dans la base bêta de identité de E1 jusqu'à identité de En. Je vous rappelle que bêta c'est E1 jusqu'à En. Mais l'identité de E1 c'est E1, l'identité de En c'est En. Déterminant dans la base bêta de E1 jusqu'à En, c'est déterminant dans la base bêta de bêta. Ça vaut donc 1. Alors, soit pour le point 3, soit f un endomorphisme. On sait que bêta égale 1 jusqu'à En, c'est une base de E. On a vu, hein, dans le chapitre sur les espaces vecteurs de dimension finie, que f est une bijection si et seulement si l'image, enfin la famille constituée par l'image des vecteurs de base, f de 1 jusqu'à f de n, est une base de E. Je vous rappelle que l'injectivité équivaut à la liberté de cette famille et la surjectivité au caractère générateur de cette famille. La bijectivité au fait que cette famille, hein, l'image par f des vecteurs de base, est une base de E. Mais on sait que ceci est une base de E si et seulement si sont déterminants dans la base bêta et non nuls. C'est-à-dire ça, hein, c'est le déterminant de petit f qui est non nul. Je vous rappelle, hein, que ça, c'est le déterminant de f, où E1 jusqu'à En, c'est bêta. Hein, il faut bien, là, on peut écrire f de bêta, si vous voulez. Enfin, soit f dans GL de E, donc un automorphisme. Sa réciproque existe, sa réciproque est également dans GL de E, et de plus, si on fait f en f moins 1, on trouve identité. Donc, d'après 1, en appliquant le déterminant ici de chaque côté, j'ai déterminant de petit f fois déterminant de f moins 1 égale 1. On en déduit que le déterminant de la réciproque de f, c'est 1 divisé par déterminant de f. Déterminant de f qui n'est pas nul d'après ceci. Et ben voilà. Alors, quelques remarques peut-être pour f fixé et k appartenant à n. On rencontre souvent l'expression f exposant k pour f en f k fois. En fait, k fois si k est supérieur ou égal à 1 et f exposant 0, l'identité de E. Alors vous voyez que f en f, on va ici avoir déterminant de f fois déterminant de f fois déterminant de f. Il va donc venir déterminant de f exposant k. Ça marche aussi pour 0, puisque un scalaire exposant 0, c'est 1. Et le déterminant de l'identité, c'est bien 1. Attention, pour lambda appartenant à k, qu'est-ce que c'est que le déterminant de lambda f? Alors, il ne faut surtout pas écrire lambda déterminant de f. C'est déterminant dans la base bêta de lambda f de 1. Mais lambda f de 1, lambda f tout appliqué à E1, ça fait lambda f de 1. Lambda f appliqué à E2, ça fait lambda f de E2, de même jusqu'à lambda f de En. Mais le déterminant n'est pas linéaire, il est n linéaire. Le lambda qui est là va sortir une fois, parce qu'il est en première classe. Là, il y a un lambda en deuxième classe, ça va sortir une deuxième fois. Et le lambda ici va sortir n fois. Déterminant dans la base bêta de f de 1 jusqu'à f de n. C'est-à-dire que ça, c'est lambda exposant n fois déterminant de f. Donc, déterminant de lambda f, c'est lambda exposant n, déterminant de f. Qu'est-ce que c'est que ce n qui vient ici? C'est la dimension de l'espace. Donc, faire attention à ça. Hein. Attention, le déterminant n'est pas linéaire. Alors, on passe maintenant au déterminant d'une matrice. En fait, quand on fait de l'algèbre binaire, on se débrouille toujours pour avoir à travailler avec des matrices.
Passons au point numéro 3, donc déterminant d'une matrice carrée. J'ai mis 3 définitions avec un S, en fait j'en donne une et deux qui sont équivalentes, donc soit A, la matrice des A, I, J, pour 1 plus petit que I, J plus petit que N, une matrice dans Mn de carré, matrice carrée Nn, hein, le déterminant n'a de sens que pour les matrices carrées. Alors, on pose, ça c'est la définition, déterminant de A, c'est la somme pour sigma appartenant à grand sigma n, donc toutes les permutations de 1n, de signature de sigma fois A sigma 1, 1, A sigma 2, 2, A sigma nn. Vous voyez que ça reprend la définition du déterminant, puisque sur la colonne 1, on choisit le coefficient numéro sigma 1, sur la colonne 2, le coefficient numéro sigma 2, sur la colonne n, le coefficient numéro sigma n. On multiplie tout ça, on multiplie par la signature de la permutation qu'il a permis de l'avoir et on somme sur toutes les permutations possibles. Alors, on a d'abord on le note, ça c'est la définition, c'est un scalaire. Ce scalaire, ça c'est sa définition, sa notation c'est ça. On reporte comme ça les coefficients de A et au lieu de mettre des parenthèses, je vous ai dit, on met des barres. Deux choses importantes à comprendre. D'abord, le déterminant de A, c'est le déterminant de ces colonnes dans la base canonique de l'ensemble des vecteurs colonnes, donc K exposant N ou Mn1 de K. Ça, c'est assez facile à comprendre, je l'écrirai juste derrière, mais en fait, ça, qu'est-ce que c'est, ça, là? C'est les coordonnées de C1 sur la base canonique de Kn. Ça, c'est les coordonnées de C2, et ça, c'est les coordonnées de Cn. Donc, finalement, ça, c'est le déterminant de C1, C2, Cn sur la base canonique. Et enfin, le déterminant de A, c'est le déterminant de l'application linéaire canoniquement associée à grand A. Je vous rappelle que c'est l'application qui va de Kn dans Kn, qui a un vecteur colonne x associé A fois grand X. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le déterminant dans la base canonique de f de E1, f de E2, f de En, mais f de E1, c'est ça. F de E2, c'est ça. Et f de En, c'est ça. D'où l'égalité entre les trois déterminants qui sont écrits là. Je mets ça en place juste derrière, quelques explications, parce que je pense que ce que j'ai dit vous a convaincu, et on passe aux propriétés du déterminant d'une matrice. Je réécris ici ce que je viens de vous dire. On note B, C, la base canonique de K exposant N ou Mn1 de K. Hein. Vous savez qu'on a identifié l'un à l'autre depuis longtemps. E1, E2 jusqu'à En. EI, c'est le vecteur avec que des 0 et un 1 sur la ligne I. Alors maintenant, 1 est vrai car pour tout J appartenant à un 1, la colonne J de A, c'est A1J, A2J, ANJ, mais c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N des AIJ, EI. C'est A1J, E1 plus A2J, E2, etc. Autrement dit, la matrice dans la base canonique de la colonne CJ, c'est CJ elle-même. Quand on veut calculer le déterminant dans la base canonique de C1, Cn, on applique la formule du déterminant avec ici les lambda ij coordonnées, le lambda ij étant la ième coordonnée du vecteur cj, mais c'est bien somme pour sigma appartenant à grand sigma n de signature de sigma a sigma 1, a sigma 2, 2, a sigma nn, puisque les coordonnées des cj sont ici. C'est donc bien le déterminant de A. À retenir, le déterminant d'une matrice, c'est le déterminant de ces vecteurs colonnes dans la base canonique des vecteurs colonnes. Alors on verra que c'est aussi le déterminant de ces lignes, on verra ça un peu plus tard. Déterminant de A, c'est le déterminant de transposé de A. Pour l'instant, c'est le déterminant des colonnes. Deuxième point, on utilise l'application canoniquement associée à A. C'est celle qui va de Kn dans Kn et qui a X associe A fois X. Alors, 2 est vrai, c'est-à-dire que déterminant de FA égale déterminant de A. Pourquoi? Parce que le déterminant d'un endomorphisme, il faut choisir une base. Prenons bien sûr la base canonique. Et calculer le déterminant dans cette base des images des vecteurs de base par F. Alors, FA de E1, FA de E2 jusqu'à FA de En. Mais ça, FA de E1, c'est C1. Quand on applique E1 à A, on obtient la première colonne. Et que des zéros appliqués à A, on obtient A1, 0, A11, pardon, A21 et AN1. Puis, quand on applique E2, on obtient C2. Puis, quand on applique EN, on obtient CN. Et on vient de voir au point précédent que ça, c'est le déterminant. Autrement dit, le déterminant d'une matrice, c'est aussi le déterminant de son application canoniquement associée, application linéaire, j'entends. L'endomorphisme ici, puisque A est une matrice carrée, elle est canoniquement associée à un
endomorphisme. Alors, les propriétés en point 3 à 2. Bon, on va bien sûr s'inspirer des propriétés des endomorphismes à l'aide de ce 2 là, point 2. Alors, propriété que je commence par, pour tout A et B dans Mn de K, le déterminant du produit AB, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Je poursuis cette propriété de l'autre côté et on prouve les différents points. Je termine la proposition sur les propriétés de déterminant de matrice. Je vous rappelle que la première, c'est déterminant de A fois B égale déterminant de A fois déterminant de B. Attention, entre A et B, il y a un produit matriciel. Entre déterminant de A et déterminant de B, c'est le produit de deux scalaires. Deuxième propriété, déterminant de l'identité, c'est 1. Troisième, pour A appartenant à Mn de K, A est une matrice inversible. Mn de K, je vous rappelle, c'est les matrices NN. Une matrice carrée inversible, si et seulement si son déterminant est non nul. On peut écrire que A est dans GLN de K. Je rappelle que GLN de K regroupe les matrices inversibles de Mn de K. C'est un groupe pour le produit matriciel. Ceci a lieu si et seulement si, donc déterminant de A est non nul. Enfin, pour A, justement une matrice inversible, donc dans GLN de K, son inverse existe, et dans ces cas-là, le déterminant de son inverse, c'est 1 sur déterminant de A. C'est donc l'inverse de son déterminant. Mais attention, le moins 1 qui est là, c'est l'inverse pour le produit matriciel, alors que là, 1 sur déterminant de A, c'est l'inverse pour le produit à l'intérieur de K. Alors, pour prouver 1 que j'ai rappelé à l'instant, on utilise le fait que déterminant de AB, c'est déterminant de F indice AB. F indice AB, l'application de Kn dans Kn qui a X associe AB fois X. Mais ça, c'est A fois BX. On sait donc que F indice AB, c'est FA rond FB. Je vous rappelle que FA rond FB, c'est l'application qui a X associe A fois BX. Mais A fois BX, c'est AB fois X. Donc F est dette de FA rond FB, c'est déterminant de FA fois déterminant de FB. Si on traduit donc déterminant de AB, c'est déterminant de FA rond FB, c'est déterminant de FA qui vaut déterminant de A, et déterminant de FB qui vaut déterminant de B. Donc le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Mais encore une fois, les produits là et là ne signifient pas la même chose. Le déterminant de l'identité, c'est le déterminant de l'application associée à un IN, c'est-à-dire l'identité de E. Mais ça, c'est 1. Une remarque ici, on obtient donc la propriété suivante, un déterminant ici avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs vaut 1, ce qui est assez logique à comprendre. La seule permutation d'un choix d'éléments sur chaque colonne qui produit un produit différent de 0, c'est le premier élément de la deuxième colonne, le deuxième élément de la deuxième colonne, le énième élément de la énième colonne, et donc dans la somme avec les sigma appartenant à grand sigma n, il n'y a que l'identité qui produit un terme non nul. Enfin, on sait que A est inversible si et seulement si FA est une bijection, c'est-à-dire si et seulement si déterminant de FA, on l'a vu, est différent de 0. C'est encore le cas si et seulement si, donc déterminant de A différent de 0. J'ai pas mis 4, je vais mettre ça de l'autre côté. Je vais quand même écrire ici avant de faire 4, attention au déterminant de A fois A fois A fois A. Bon, le déterminant de A fois B fois C, c'est déterminant de A fois déterminant de B fois déterminant de C. Ça, d'accord. Alors, déterminant de A fois A, ça va faire déterminant de A fois K fois lui-même, donc exposant K. Mais là où il faut faire attention, c'est lambda A. Déterminant de lambda A, regardez, quand vous multipliez lambda A par lambda, il y a toutes les colonnes qui sont multipliées par lambda. Donc c'est le déterminant de lambda C1, virgule lambda C2, jusqu'à lambda Cn. Il y a un lambda qui sort pour chaque linéarité par rapport à chaque classe, et finalement il y a lambda exposant n qui sort devant. Donc attention,
le déterminant de lambda 1, c'est lambda exposant n, déterminant de A. Alors, attention, j'avais pas laissé la place pour faire 4. Vous voyez que c'est une conséquence immédiate de 3 et 1. On fait ça tout de suite et on rajoute une propriété concernant la transposée. Je termine donc la preuve précédente en disant que pour A dans GLM de K, c'est-à-dire A inversible, A-1 existe et A fois A-1, j'ai remis le produit matriciel là parce que A-1 c'est parfois ambigu, c'est IN. Donc déterminant de A fois déterminant de A-1, là encore j'ai mis le produit entre deux scalaires, on n'est pas obligé, c'est déterminant de IN. Le déterminant de IN, on a vu que c'était 1. Conclusion, ces deux objets sont non nuls et l'un est l'inverse de l'autre dans K, c'est-à-dire déterminant de A-1, c'est 1 sur déterminant de A. La propriété suivante que je vous ai annoncée, pour A, une matrice carrée NN, le déterminant de transposé de A, c'est le déterminant de A. Alors ça c'est intéressant, le déterminant de A, c'est le déterminant des vecteurs colonnes dans la base canonique, c'est aussi le déterminant des lignes dans la base canonique. Pour cela, on pose, avec la notation de tout à l'heure, A égale AIJ pour IJ entre 1 et N, transposé de A, c'est A'IJ. Pour IJ variant entre 1 et N, avec A'Ij, c'est AJI. Autrement dit, si on applique la formule de définissant le déterminant de transposé de A, c'est la somme pour sigma appartenant à grand sigma N de signature de sigma A' sigma 1 fois, là je les ai pas mis, je les ai mis un peu plus tard quand il y a trop d'écart, je préfère les mettre A' sigma de 2, A' sigma de N fois N. Et là, il n'y a évidemment pas besoin de parenthèse. Alors, en tenant compte de A'Ij égale AJI, on a somme pour sigma appartenant à grand sigma N de signature de sigma A1, sigma 1, A2, sigma 2, AN, sigma N. Étudions un seul de ces facteurs-là, A1, etc. A1, sigma 1, A2, sigma 2, AN, sigma N. C'est un produit des A, et en première position, vous avez tous les entiers. Sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma n, il y a aussi là une fois et une seule tous les entiers. Je veux dire par là que celui qui a un sigma j égale 1, je peux le mettre au début. Puis après je mets le A qui a un sigma de k égale 2. C'est-à-dire je mets celui qui a un 1 en sigma 1, je le mets en première position. Mais alors s'il a un 1 ici, c'est que là il avait sigma moins 1 de 1, puisque sa deuxième coordonnée c'est l'image de sa première par sigma. Si sa deuxième coordonnée c'est 1, sa première c'était sigma moins 1 de 1. Celui que j'ai placé d'office en deuxième position, parce que son deuxième indice c'est 2, son premier indice c'est sigma moins 1 de 2. De même, celui que je place de force après réarrangement des produits en nième position, son premier indice c'était sigma moins 1 de 1. D'autre part, la signature de sigma moins 1 fois la signature de sigma, c'est la signature de sigma moins 1 rond sigma, c'est-à-dire l'identité, c'est-à-dire 1. Ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas dit dans la propriété du groupe symétrique, mais ces deux-là sont les mêmes. En fait, ça peut être soit 1, soit moins 1, mais comme le produit fait 1, c'est soit tous les deux moins 1, soit tous les deux 1. Donc la signature de sigma moins 1, c'est la signature de sigma. Finalement, si je reviens ici, ça fait somme sur tous les sigmas appartenant à grand sigma n de signature de sigma moins 1. Et là, après réarrangement, les A, sigma moins 1 de 1, 1, sigma moins 1 de 2, sigma moins 1 de n. La seule chose qu'il faut voir maintenant, c'est que quand sigma parcourt sigma, grand sigma n, sigma moins 1 aussi. En fait, on peut faire à chaque... il y a autant de sigma... Toutes les sigma moins 1 de grand sigma n sont les sigma de sigma n. Alors, vous voyez que dans ces cas-là, sigma moins 1 devient un sigma prime qui est une variable muette décrivant grand sigma n, et là on retrouve déterminant de grand A. Voilà pour cette preuve importante. Il nous reste une dernière proposition et on achèvera cette vidéo. Alors pour finir, une propriété qui lie le déterminant d'un endomorphisme avec le déterminant de sa matrice sur n'importe quelle base. Soit F un endomorphisme de E, je vous rappelle que E, depuis le début du chapitre, c'est un espace vectoriel de dimension n. Déterminant de petit f, c'est le déterminant de sa matrice sur n'importe quelle base de petit f.
Bon, vous voyez, hein, déterminant d'un endomorphisme à gauche, déterminant d'une matrice à droite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ne dépend pas de la base. On a déjà vu des choses hein, qui ne dépendent pas de la base, la trace par exemple. Le déterminant est ce qu'on appelle un invariant par changement de base. Alors, montrons ça, on pose bêta égale E1, E2 jusqu'à En. Hein, bon. Le déterminant de f, c'est le déterminant dans la base bêta de f de bêta, à savoir f de 1, f de 2, f de En, on l'a vu. Mais comment calculer ça? Utiliser la formule du déterminant. Alors c'est vrai qu'il est plus pratique de l'écrire comme ça, hein, plutôt que en somme de AIJ. Mais bon, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on calcule le déterminant des colonnes, où on a mis ici en colonne les coordonnées de f de 1 sur la base bêta, f de 2 sur la base bêta, c'est-à-dire quel que soit j appartenant à un n, f de ej égale somme pour i égale 1 jusqu'à n des AIJEI. Mais ça, hein, je vous le rappelle, c'est comme ça. Là, les coordonnées de f de 1 dans la base bêta, puis les coordonnées de f de 2, puis les coordonnées de f de n. Les coordonnées, c'est ce que j'ai appelé AIJ. Mais si j'écris ça, si j'enlève les crochets et que je mets des parenthèses, c'est tout simplement la matrice dans la base bêta de petit f. Autrement dit, ça, c'est le déterminant de la matrice dans la base bêta de petit f. Et voilà qui achève notre démonstration. Hein. Je vous rappelle ici que E est un K-espace vectoriel de dimension n. Alors, une remarque sur le changement de base. Je vous ai dit que ceci est valable quelle que soit la base bêta que l'on prenne. C'est-à-dire que si on prend bêta prime une autre base de E, ça sera encore vrai. Alors, prouvons-le à l'aide de la formule de changement de base. J'appelle P la matrice de passage de bêta vers bêta prime. Je vous rappelle que c'est la matrice dans la base bêta des vecteurs de bêta prime. Si on appelle A la matrice dans la base bêta de f et A' la matrice dans la base bêta prime de f, la formule de changement de base s'écrit A' égale P-1 AP. Donc le déterminant de A', c'est le déterminant de... Alors ce qui marche pour deux matrices marche pour 3, c'est le déterminant de P-1 fois le déterminant de A fois le déterminant de P. Oui, mais le déterminant de P-1, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur déterminant de P. P-1 étant l'inverse de P, c'est 1 sur déterminant de P fois déterminant de A fois déterminant de P. Là, évidemment, les multiplications se passent dans K, et ça, c'est un scalaire mandule. Vous voyez que ça fait déterminant de A. Et on obtient donc déterminant de A' égale déterminant de A pour B', une autre base. Vous pouvez aussi retenir le fait que deux matrices semblables ont le même déterminant. Voilà qui clôt cette vidéo sur la partie centrale en fait du cours sur le déterminant. Dans la suivante, on apprendra à calculer en pratique des déterminants. À bientôt!